Bienvenue dans Leader RSE, le podcast de l'ACA qui a pour but de diffuser les retours d'expérience des responsables RSE qui ont réussi à faire bouger les lignes dans leur entreprise. Moi, c'est Baptiste Frelot et nous allons découvrir ensemble de nombreuses méthodes concrètes et directement applicables. Bonne écoute! Aujourd'hui, on reçoit Alexandra Ferré, Head of Impact and Sustainable Transformation chez Yves Rocher depuis 2022 et auparavant dans l'équipe RSE au sein du groupe Rocher. On va échanger avec Alexandra aujourd'hui sur la construction de la toute nouvelle stratégie RSE qui vient d'être réalisée par Yves Rocher. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette démarche, c'est que la stratégie a été construite en se basant sur l'ADN de l'entreprise. Un ADN très fort, issu des premières années de l'entreprise, dans les années 60-70, impulsé par la vision de Monsieur Yves Rocher. Alors bonjour Alexandra, avant de se lancer pleinement dans toutes les questions, peut-être est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours et nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui? Salut Baptiste, oui, avec plaisir et merci beaucoup de m'inviter. Donc je suis Alexandra, je suis la directrice Impact et RSE pour la marque Yves Rocher. Et mon parcours a commencé il y a 5 ans au sein du groupe Rocher, donc dans l'équipe RSE Corporate. Et ensuite, il y a 1 an et demi, quand on a recréé l'équipe RSE pour la marque. Donc aujourd'hui, globalement, ce que fait l'équipe Impact et RSE, on travaille pour que la marque Yves Rocher devienne et continue à être le référent de la cosmétique végétale à impact positif. Et pour ça, on doit transformer donc Yves Rocher dans l'expérience client pour qu'elle soit encore plus engagée, transformer Yves Rocher aussi en tant qu'entreprise, donc à travers toute sa chaîne de valeur, et puis accélérer le potentiel d'Yves Rocher en tant qu'entreprise citoyenne pour mobiliser les collaborateurs, les citoyens et le plus grand nombre. Trop bien, merci pour cette petite présentation qui permet de mettre un peu de contexte. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu d'éléments pour savoir où en était l'entreprise quand tu es arrivé? Et on en parlait quand on préparait le podcast l'autre jour, tu me disais qu'il y avait une nouvelle impulsion au sein de la stratégie RSE ces derniers temps. Ça pourrait être intéressant de savoir aussi d'où est venue cette volonté de lancer cette nouvelle impulsion pour l'entreprise. Ouais, carrément. Donc la marque Yves Rocher, je pense qu'en France, elle est assez bien connue. C'est le numéro 1 de la cosmétique française. C'est à peu près 20 millions de consommateurs dans plus de 90 pays. Donc on a déjà un territoire, on va dire, d'entreprises et de marques engagées. On est souvent reconnu en numéro 1 en termes d'engagement pour la partie environnementale et souvent notre identité de marque, on l'identifie à cet engagement historique pour l'environnement. Donc on va dire que l'entreprise a toujours été assez avancée en termes de RSE. C'était plus une composante assez naturelle dans notre stratégie d'entreprise, mais il a fallu quand même à un moment se dire comment est-ce qu'on va plus loin et comment est-ce qu'on construit sur l'ADN de la marque pour avoir une stratégie RSE qui s'adapte aux enjeux nouveaux d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental et qu'on se projette sur le futur. Donc pour résumer un peu aussi l'existence du département RSE, ça fait plus de 15 ans qu'un département RSE existait. Il était historiquement dirigé par Jacques Rocher, donc le fils d'Yves Rocher, et c'était bien avant que le terme RSE existe. Donc c'était un peu le département qui faisait à la fois la stratégie environnementale de l'entreprise sociale et puis la stratégie avec la fondation Yves Rocher, qui aujourd'hui est séparée et reconnue d'utilité publique. Mais donc voilà, au bout d'un moment, je pense que dans toute entreprise, il faut un renouveau. Et ça a été le cas lorsqu'on est arrivé en 2020, à la fin, on va dire, d'un cycle sur la RSE. On arrivait à la fin des ambitions qu'on s'était fixées entre 2015 et 2020. Et là, il y a eu aussi dans le paysage, on va dire, politique français, un nouvel outil qui était l'entreprise à mission et dont le groupe Rocher s'est saisi assez rapidement puisque c'était une des premières entreprises à être entreprise à mission. Et c'était vraiment dans la continuité donc, de la vision de Monsieur Yves Rocher, qui avait vraiment une vision sur à quoi une entreprise doit-elle servir, à quoi doit-elle contribuer d'un point de vue humain, d'un point de vue aussi territorial et d'un point de vue écologique. Et l'entreprise à mission, ça venait un peu raconter cette vision-là qui existait depuis plus de 60 ans dans des nouveaux mots, dans des nouveaux statuts codifiés de manière beaucoup plus précise. Et donc, on est devenu entreprise à mission en 2019 et ça nous a permis donc de lancer une dynamique plus prospective avec des objectifs à horizon 2030 et de vraiment fusionner, on va dire, la stratégie de l'entreprise en tant que telle et la stratégie RSE pour ne faire qu'un et avoir un peu cette vision plus intégrative de ce que doit être la RSE demain. Et donc ça nous a permis à nous, équipe RSE, d'aller un cran plus loin, un cran plus vite et puis du coup de réagir aussi à l'évolution du contexte du marché.
parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises, notamment cosmétiques, qui vont sur les orientations green, qui vont du coup sur notre cœur aussi de métier, de marque naturelle à impact positif. Et donc nous, on a voulu rattraper ça et d'aller du coup un cran plus loin, un cran plus vite dans nos ambitions et notre roadmap. C'est génial et ça donne envie de voir ce que ça va donner dans les années à venir. Et pour ceux qui nous écoutent, je pense que ça peut être intéressant de connaître un peu le cheminement qui a été suivi pour construire cette stratégie, les grandes étapes clés qui ont jalonné tout ça, combien de temps ça a pris, combien de personnes ont été impliquées, lesquelles, sur quelle mission, etc., etc. Oui, alors nous, la stratégie RSE, au niveau de la marque Yves Rocher, on l'a définie en 1 an, ce qui est relativement rapide. Ça peut prendre plus de temps quand on n'a pas forcément un ADN d'entreprise aussi engagé, dans le sens où nous, tout était presque là et il a fallu juste réactualiser les enjeux stratégiques par rapport à l'évolution du monde. Donc on a procédé par différentes étapes. La première, ça a été de définir la mission de la marque, qu'est-ce qui la rendait unique et propriétaire. Ça, on a retracé du coup l'ADN historique de Monsieur Yves Rocher pour créer cette mission de marque. Ensuite, on l'a décliné dans un programme qui s'appelle Act Beautiful et 10 engagements forts pour une beauté plus responsable demain. Ce programme, il se compose bien sûr de preuves et d'indicateurs à date qui donnent une performance et aussi des ambitions pour 2030 qui nous mettent dans une trajectoire d'amélioration continue. Et bien sûr, ce programme, il est à destination de l'externe, mais aussi en priorité de l'interne. C'est ça qui va nous permettre de mobiliser les collaborateurs, de les former, de leur donner une appropriation aussi pour transformer les métiers clés. Donc, on a développé un plan Act Beautiful interne de mobilisation qui permet d'accompagner les collaborateurs et les collaboratrices de la formation jusqu'à l'action, à la fois dans leur métier et l'action aussi citoyenne avec des associations sur le terrain. Et on va continuer parce que ça, c'était, on va dire, le socle de base, le début et aussi la boussole qui nous permet de savoir où on veut aller et à quel rythme est-ce qu'on veut y aller. Et ensuite, pour chaque métier, on va avoir des trajectoires aussi liées à leur expertise. Donc ça va être aussi décliné à travers des indicateurs de performance et des objectifs individuels et collectifs dans la roadmap de l'entreprise. Génial, et c'est fou que vous ayez réussi à faire ça en 1 an, ça paraît hyper impressionnant. Tu t'évoquais au tout début de la réponse à cette question-là, l'ADN. Tu as dit le mot ADN, on en parlait il y a quelques jours. Yves Rocher, c'est quand même une entreprise où il y a un ADN très fort. Est-ce que tu pourrais un peu plus nous détailler, revenir là-dessus? C'est quoi l'ADN de Yves Rocher et de quelle manière vous l'avez pris en compte en fait dans toute cette question de stratégie RSE? Oui, carrément, c'est vrai qu'un an, c'était rapide, mais au final, on avait déjà 60 ans de RSE et de stratégie RSE sur lesquelles capitaliser. Et ça, donc, comme tu le dis très justement, c'est l'ADN d'Yves Rocher, qui était, on va dire, breton, passionné, déterminé, et qui a mené cette entreprise avec une conviction. Sa première conviction, c'était que la beauté, elle devait être vraie, elle devait être naturelle, et pour ça, elle devait être inspirée des plantes, et donc à base de plantes. Pour lui, tout était vraiment dans la nature et c'était la simplicité, la complexité, la merveille de la nature qui permettrait aussi une satisfaction des clients. Aujourd'hui, on va dire que ça, c'est assez dans l'air du temps et personne ne remet en question l'efficacité de la naturalité des produits. Mais à l'époque de Monsieur Yves Rocher, il faut se dire que c'était quand même très, très novateur à l'heure où la chimie était quand même beaucoup plus en vogue, l'export, l'international, et lui, il était vraiment très aussi breton. Ça, c'était sa deuxième conviction, c'était que l'entreprise, elle devait avoir une utilité à la fois pour préserver le vivant, pour préserver les territoires et les personnes qui y vivaient. Et pour lui, ce territoire de prédilection, c'était la Gacilly. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit village en Bretagne, dans le Morbihan, où aujourd'hui, il y a encore les usines d'Yves Rocher et un bassin d'emploi Yves Rocher. Et Monsieur Yves Rocher avait fait la promesse que ce village serait prospère. Et donc vraiment, on retrouve toutes les composantes au final d'une stratégie RSE extrêmement moderne aujourd'hui, mais qui date donc de 1959. Donc nous, on a construit sur cette base de ce qu'on appellerait aujourd'hui une économie écologiste pour l'approfondir, le creuser, le remettre au goût du jour, ce qui nous a permis d'arriver donc sur la mission que j'évoquais, qui est d'agir pour révéler, protéger et transmettre le pouvoir des plantes. Ça, on l'a retrouvé notamment dans les archives un peu plus militantes de Monsieur Yves Rocher, notamment en 1972, quand il avait lancé une pétition qui s'intitulait Sauver les plantes, elles nous sauvent, pour aller la présenter au sommet de Rio. C'était la première fois qu'une entreprise était présente dans ce genre d'instance, même si aujourd'hui c'est un peu plus fréquent.
Pareil sur notre trajectoire sur les produits. On a été remonter l'historique de nos produits, de nos plans produits des années 90 et on y retrouve par exemple la première recharge, le premier gel douche rechargeable qui datait de 1993. Et donc ça, on a voulu vraiment le développer de la même manière qu'on va continuer à développer la naturalité de nos produits qui viennent des plantes de l'agacie, qui viennent de notre expertise et de notre jardin botanique pour vraiment avoir des facteurs différenciants de la marque Yves Rocher, des invariants qu'on continue. Et ensuite, la dernière chose assez novatrice qu'il avait fait, c'était la Fondation Yves Rocher. Donc elle avait été créée en 1991 sous l'impulsion d'Yves Rocher et de son fils Jacques Rocher, avec cette volonté de faire de la préservation de la nature une aventure collective et assez folle et ancrée sur les territoires. Donc aujourd'hui, la Fondation Yves Rocher, elle est reconnue d'utilité publique, ça veut dire qu'elle est séparée de notre marque et nous en sommes bien sûr le premier mécène. Et elle a réussi à planter 120 millions d'arbres. On a du mal en général avec les échelles entre 100 000 et 120 millions, mais c'est quand même un nombre assez colossal depuis plus de 35 ans sur le terrain et dans plus de 40 pays. Et aussi, ils sont très moteurs sur les questions de la préservation de la nature, ce qui est tout aussi important que la plantation d'arbres. C'est super intéressant et c'est fou de voir que dès les années 70, il y avait ces messages qui étaient portés par Monsieur Yves Rocher à l'époque, qui était vraiment un pionnier sur ces sujets-là. J'ai l'impression quand même que enfin, c'est même pas une impression, c'est une certitude que cet ADN qui a été pris en compte pour bien définir la nouvelle stratégie RSE, ça a été un atout énorme en fait. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu pourquoi ça a été un atout? Qu'est-ce que ça a changé? Oui, effectivement, ça a été un atout et une force qu'on chérit et qu'on justement on tend à développer au sein de l'entreprise. Déjà parce que ça nous a permis de capitaliser sur l'existant pour identifier nos enjeux de transformation, nos leviers et aussi les racines de cet engagement. Je pense que toute entreprise qui se lance dans une aventure aussi transformative que celle de la RSE, elle doit connaître son pourquoi, le pourquoi on le fait, qu'est-ce qui nous drive, quel est le moteur de l'action positive. Et pour nous, ce pourquoi, il était là dès le début. C'était une myriade de preuves qu'il fallait juste collecter, remettre au goût du jour et projeter dans le futur. Et en plus, c'était déjà présent dans le mindset des collaborateurs, des collaboratrices et bien sûr de tous les dirigeants et des actionnaires de l'entreprise Yves Rocher. Donc c'était plus une continuité de l'histoire qu'on avait à construire que la construction de A à Z du fil narratif. Ça a été vraiment un premier atout. Le deuxième, c'est aussi la légitimité qu'on a sur nos combats. Aujourd'hui, les combats environnementaux vont prendre de plus en plus de place au sein des entreprises et c'est extrêmement positif qu'il se passe ça. En revanche, il y a beaucoup de test and learn dans les milieux RSE. Il faut tester des nouvelles choses, il faut avoir de l'expérimentation, des retours d'expérience et voir aussi sur le temps long, un temps malheureusement qu'on n'a pas face aux urgences climatiques. Nous, vu qu'on a ce combat depuis plus de 64 ans, on a une expertise qui est déjà très présente. Une expertise sur les questions agricoles, puisqu'on a 60 hectares de champs cultivés en agroécologie, et donc on a un peu cet écosystème où on a testé des méthodes agricoles beaucoup plus positives, et on a un retour sur cette expérience-là. On a aussi une expertise, comme je le disais, avec la Fondation Yves Rocher sur la préservation et la plantation d'arbres, à l'heure où la mode est à la compensation carbone, une problématique sur laquelle nous, on ne s'engage pas. Aussi, on a une expertise sur la biodiversité. On est la marque numéro 1 de la biodiversité en France et c'est grâce à cette expertise et aux expérimentations qu'on a pu faire dans notre jardin botanique. Et donc, en fait, on a été un peu avant l'heure un incubateur, une sorte de laboratoire à ciel ouvert pour la résilience des entreprises. Et ça a été fait sur le territoire, ça a été fait dans notre chaîne de valeur et dans notre offre de produits. Donc aujourd'hui, on peut aussi, et c'est notre but, c'est aussi pour ça qu'on partage, on peut aussi aider, inspirer et s'inspirer d'autres entreprises pour continuer en évitant de refaire les mêmes erreurs que nous et en capitalisant sur les éléments de force. Et le troisième point, qui est aussi très positif d'avoir une entreprise engagée depuis le début, c'est la culture de l'entreprise. Aujourd'hui, les collaborateurs et les collaboratrices souvent viennent chez Yves Rocher pour une raison. Ils viennent aussi parce que Yves Rocher est reconnu comme une entreprise engagée et ils veulent contribuer à ce projet d'entreprise global et hyper positif. Donc on a moins de travail de conviction à faire, de convaincre les gens, de leur dire pourquoi est-ce qu'il faut s'engager, pourquoi est-ce que c'est important et nécessaire aujourd'hui au regard des enjeux climatiques et sociaux. On est plus du coup dans l'étape 2 de la RSE à se dire
comment est-ce qu'on va le faire maintenant qu'on est tous alignés sur la nécessité et le pourquoi on le fait? Comment est-ce que collectivement on va réussir à transformer l'entreprise et demain l'industrie pour avoir une beauté plus responsable? J'adore, j'adore. En plus, quand tu réponds à cette question-là, on sent toute ta conviction, ton enthousiasme. Ça donne envie de te suivre et d'embarquer dans l'aventure. Une question qui va à l'inverse complet de ce que je t'ai demandé juste avant, parce que quand il y a des avantages, il y a aussi des défauts, c'est évident. J'imagine que construire la stratégie RSE à partir de l'ADN de l'entreprise, ça a forcément engendré certains freins. Est-ce que tu peux nous en parler, nous les détailler? Bien sûr. Le premier frein que je dirais, c'est que, on a un monument. C'est-à-dire que je pense que des architectes qui se retrouvent à restaurer, par exemple, l'Arc de Triomphe, ont la même pression. On se retrouve avec un monument à la fois, de la beauté française et de l'entreprise engagée. Donc d'une certaine manière, parce qu'on a cet héritage et parce qu'on a cette force, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on a une forte notoriété, etc. Donc on doit avoir une extrême vigilance sur ce qu'on va proposer parce qu'on sait qu'on va avoir aussi beaucoup de visibilité. Donc les choix qu'on va faire vont impacter aussi l'industrie cosmétique et l'industrie de la beauté et vont impacter même la vision qu'on a de l'entreprise RSE et engagée de demain. Donc ça, c'est un des points. Le deuxième, c'est qu'on hérite aussi, comme dans tout héritage, on hérite du bon comme du moins bon. Et on hérite parfois de certaines incohérences qui sont propres à la marque. Et on doit composer avec. Et plutôt que de les renier et de les cacher, on doit construire dessus. Un peu magnifier les incohérences qu'on a et de voir comment est-ce qu'on peut les transformer en levier. Un des points, par exemple, nous, c'est notre politique commerciale. On sait que la marque Yves Rocher est une marque historiquement très proche de ses clients, avec du coup une communication très poussée, un mécanisme de cadeaux, de fidélité, etc., sur lesquels parfois on est critiqué. Aujourd'hui, la question qu'on se pose avec ça, c'est comment est-ce qu'on se sert de notre politique commerciale, de notre proximité avec nos clients pour les aider à mieux consommer et à s'engager à nos côtés. Donc à chaque fois, c'est de se dire d'une incohérence, en faire une force. Et puis le dernier point, c'est que c'est pas parce que on a un ADN très engagé qu'on est parfait. Et au contraire, on a du coup un devoir de se transformer de manière beaucoup plus vite parce qu'on n'a pas les mêmes freins initiaux que les autres entreprises. Donc il faut toujours se rechallenger, aller voir plus loin, aller voir dans le reste de l'industrie qui se fait, ce qui marche, ce qui marche pas, et de travailler en continuité, pas en rupture par rapport à l'ADN, mais de pouvoir voilà le projeter dans l'étape d'après, dans le futur, et de garder du coup cette identité assez visionnaire que monsieur Yves Rocher avait pour voilà des ambitions 2030. Hyper pertinent. Sacrée prise de recul sur ces freins que vous avez rencontrés. Ça me fait penser à une autre question qui me vient en tête, c'est pour qu'une stratégie RSE fonctionne, il faut qu'elle embarque. Et pour qu'elle embarque, il faut qu'elle soit bien perçue. Du coup, la question qui vient, qui est assez naturelle, c'est cette démarche que vous avez sans doute commencé un peu à annoncer ou à teaser, je ne sais pas, en interne. Comment elle a été perçue? C'était bien perçu, mal perçu? C'est une bonne question et c'est vrai que là, on est dans la première phase de lancement de la nouvelle stratégie RSE, donc on n'a pas un recul complet et exhaustif sur la manière dont c'est accueilli et approprié aussi par les collaborateurs et collaboratrices, mais on a eu quelques indicateurs. Je pense que premièrement, ça a été assez fédérateur dans une époque où le lien aujourd'hui à l'entreprise est un peu en train de se dissoudre. On le voit dans beaucoup de baromètres sur le sentiment d'appartenance aux entreprises, les jeunes dans le monde de l'entreprise, le doute, le questionnement sur le monde et autres. Nous, on s'en sort au global assez bien, avec quand même un sentiment d'appartenance à l'entreprise très fort. Donc globalement, personne n'a rechallengé ni la stratégie, ni la mission, ni même son utilité ou sa nécessité. C'était assez naturel et ça venait un peu ancrer, mettre un tampon sur des années de travail que les collaborateurs et collaboratrices faisaient déjà. Donc c'était plus une réassurance de dire oui, vous êtes au bon endroit et nous, on intègre tout ce que vous avez déjà fait, tous vos engagements dans le futur de la stratégie de l'entreprise. Et après, on a eu quelques retours, et là, ça peut intéresser, sur des baromètres internes. Et on se posait la question justement par rapport spécifiquement au programme d'engagement, de se dire, est-ce que d'envoyer nos collaborateurs agir sur le terrain avec des associations, agir pour la même mission, fédérer tout le monde autour de ça, est-ce que c'est une bonne idée et est-ce que c'est une attente des collaborateurs et collaboratrices?
Nous, on espérait bien sûr secrètement que oui, et on sait que c'est une clé en vérité pour les engager sur la stratégie. Et le baromètre interne nous a donné raison il y a quelques mois, puisque aujourd'hui, 43% des collaborateurs de la marque Yves Rocher disaient qu'ils voulaient en priorité s'engager sur des actions liées à la mission de l'entreprise. Donc ça, c'était en priorisation avec d'autres enjeux RH. Celui-là ressortait quand même fortement en niveau de priorité. Donc on pense que ça va être un facteur clé de succès et on pense aussi que ça va contribuer à libérer des énergies positives au service d'une mission qui est commune, puisque du coup ça donne un peu une étoile polaire et un sentiment d'appartenance à un projet qui nous dépasse nous individuellement et qui est assez nécessaire quand on est dans une période de troubles sociaux et environnementaux globales. Génial. Donc les premiers retours sont quand même très positifs et de toute façon, vu le travail que vous avez réalisé, je vois mal comment ça pourrait mal prendre en interne. Peut-être dernière question, je vois que le chrono tourne pour conclure. Maintenant que tout ça a été fait, tout ce premier travail a été fait, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Où est-ce que vous voulez arriver dans quelques années? Oui, les prochaines étapes, donc la première et celle sur laquelle on va vraiment s'engager et avoir des innovations qui vont sortir l'année prochaine, petit teaser, c'est de réaffirmer notre position de référent de la cosmétique à impact positif. Donc vraiment toute la beauté responsable, c'est ça qu'on veut promouvoir et promouvoir de manière très concrète avec les consommateurs et les consommatrices. Donc ça va passer d'abord par la transformation de nos produits. On a déjà par exemple les produits solides qui sont numéro 1 pour les shampoings sur le marché français, qui ont un très bon accueil du public. Et on va venir accélérer ça avec des nouvelles galéniques, des nouvelles gestuelles de beauté engagées. L'objectif pour l'année prochaine, ça va être d'augmenter drastiquement la part de notre portefeuille, notre chiffre d'affaires réalisé grâce à ces produits dits plus responsables et qui permettent aux consommateurs de réduire leur impact environnemental, notamment sur le plastique. Ensuite, on va aussi essayer d'assurer leurs succès commerciaux avec des nouveaux mécanismes de fidélité, des nouveaux mécanismes de communication pour visibiliser ça et aider les consommateurs à s'engager. Le deuxième gros chantier, ça va être la transformation de notre chaîne de valeur. Ça, c'est tout ce qu'on ne voit pas d'une entreprise et qui, pour autant, est essentiel en termes d'impact environnemental. Donc, ça va être la réduction principalement de notre empreinte carbone, vu qu'on a un objectif très ambitieux de réduire de 50% notre empreinte carbone d'ici 2030. Donc là, on va travailler sur tout ce qui est transport, circularité, notre parc retail, notre sourcing, nos cadeaux, nos papiers, etc., pour diminuer tout ça et augmenter aussi la qualité de ces opérations. Et le dernier, qui est clé pour nous, c'est continuer à mobiliser, vu qu'on a un fort rayonnement en tant qu'entreprise engagée, continuer à mobiliser l'interne pour que 100% des collaborateurs agissent sur le terrain, les mains dans la terre, pour notre mission autour des plantes. Et demain, on réfléchit déjà aux mécanismes pour que les citoyens puissent aussi s'engager avec nous, aux côtés de la Fondation Yves Rocher et très proches d'eux dans leur quotidien. Donc on réfléchit à les outiller à travers des grands projets citoyens sur le territoire. Ok, ça va être bien chargé, mais ça va être sympa. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Alexandra, pour ce témoignage. Et c'est tous ces détails sur un cas en fait hyper concret d'une entreprise avec un ADN fort. C'est quand même assez rare hein, et qui a pu être une chance inouïe pour construire toute la stratégie des années à venir, ou reconstruire peut-être vu que la stratégie existait déjà. J'ai hâte de voir comment tout ça va se matérialiser dès les prochains mois. En attendant, je te remercie encore une fois pour ton intervention sur le podcast aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir à nouveau pour témoigner sur d'autres sujets. Et puis je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute, Baptiste. Bonne journée. Merci d'avoir écouté le podcast Leader RSE du jour. J'espère que ça vous a plu. Pensez bien sûr à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ciao!